Bonsoir, chers amis internautes. Merci de nous retrouver dans ce premier numéro de À cœur ouvert, l'émission qui, dorénavant tous les dimanches à 17h30, se propose de vous faire découvrir le monde de l'artisanat. Secteur très porteur avec des acteurs ambitieux et soucieux de l'économie nationale, notre artisanat local est structuré autour de trois domaines d'activité que sont la production, l'art et les services. Véritable tendance du moment, nous assistons à une révolution de nos modes de consommation, faisant du consommé local un symbole d'engagement citoyen et de développement. Qui sont les acteurs autour de cette économie? Quelles sont les offres de produits? Comment les rendre plus accessibles? Et comment lever les barrières qui enfreignent le développement? Tant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre à travers des conversations avec des personnes engagées qui œuvrent autour de cette économie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon premier invité, Moustapha Sy Ndiaye, plus connu sous le nom de Maraz, fondateur de la marque du même nom. Maraz œuvre principalement dans la maroquinerie 100% made in Sénégal. Alors, Maraz, racontez-nous tout. Que signifie la marque Maraz et comment en êtes-vous arrivé à l'artisanat? Alors, bonjour à toutes les personnes qui regardent à cœur ouvert. Merci, Bator, pour l'invitation. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Moustapha Sy Ndiaye, mais on m'appelle plus souvent Mara, qui se rapproche un peu du nom de la marque Maraz, qui signifie la mode africaine revalorisée de A à Z. Alors, nous sommes dans l'artisanat du cuir, nous faisons des sacs de voyage, de la bagagerie, à la petite maroquinerie, en passant par les chaussures, les sacs, les cadeaux d'entreprise. Donc voilà, c'est comme ça que nous œuvrons, que nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice dans ce secteur de l'artisanat qui est un secteur porteur d'emploi à fort potentiel économique. Donc voilà. D'accord. Merci Maraz. Nous allons aller au but, en fait, d'un point de vue créatif. Quelle est l'approche de Maraz? Qu'est-ce qui fait la valeur ajoutée de la marque Maraz? Alors, l'approche de Maraz est plus une approche basée sur la collaboration, la formation, le partage, mais surtout la qualité. Pourquoi on dit ça? C'est que Maraz est venu dans ce secteur à un moment clé où nous avons fait beaucoup d'études sur le secteur de l'artisanat, sur les avantages, sur les inconvénients, sur les freins, pourquoi les Sénégalais ne consommaient pas assez ce qui se fait localement. Et nous avons voulu par là apporter un changement, une amélioration sur tout le processus, sur toute la chaîne de valeur, même si c'est ambitieux, mais nous essayons d'apporter notre touche. Et comment nous avons voulu faire cela, c'est que nous avons pris des artisans qui d'emblée ont appris sur le tas, que nous avons formés sur tout ce qui est qualité, sur tout ce qui est finition, sur tout ce qui est coupe, voilà, de sorte qu'on puisse produire des articles qui répondent aux normes internationales. Voilà. Plus concrètement, quelle est la nouveauté que Maraz a apportée en termes d'offres? Vous venez de parler de la qualité, mais en termes d'offres, qu'est-ce qui différencie la marque Maraz des autres marques? Alors, en termes d'offres, ce qui nous différencie des autres marques, c'est d'abord la singularité. Chez Maraz, on fait rarement un produit deux fois. On travaille en fonction de nos inspirations, de nos voyages, des échanges que nous avons avec les clients, ce qui fait que la plupart des produits que nous faisons sont uniques. L'autre chose, c'est le confort. Quand il parle de chaussures, doit forcément parler de confort. Et sur nos chaussures, nous avons beaucoup travaillé sur cet aspect pour que ceux qui les portent se sentent à l'aise, qu'ils puissent marcher avec
ces chaussures-là toute la journée sans pour autant le sentir. Et je pense que les clients qui ont l'habitude de commander chez nous pourront en témoigner. Donc, c'est vraiment un travail de recherche et de développement qui est derrière cette marque, qui est derrière les produits que nous lançons. Et au-delà de ça, il y a les cadeaux d'entreprise sur lesquels nous nous battons parce que la plupart des cadeaux d'entreprise qui se font au Sénégal sont commandés à l'étranger entre la Turquie, la Chine et ailleurs. Donc, nous avons voulu, au-delà de tout, essayer de travailler sur cette semi-industrialisation-là pour produire en masse et pouvoir les vendre aux entreprises. Et l'autre différence que Maraz a apportée, c'est que Maraz est une marque. Mais derrière cette marque, nous travaillons avec plusieurs marques, dont 8 au Sénégal, 2 qui sont en France, d'autres qui sont en Côte d'Ivoire et au Mali. Et nous travaillons avec eux sur toute la ligne, c'est-à-dire que du produit à l'estampe de leur marque au packaging, mais également nous aidons certaines marques à pouvoir se positionner dans le marché. Des marques qui font à peu près la même chose que nous, mais on s'est dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça la concurrence. Quand on a un produit de qualité et qu'on sache se démarquer, on peut travailler, faire des collaborations avec d'autres et cela ne va rien entacher sur sa part de marché. Voilà. J'ai entendu 3 mots qui m'intéressent principalement dans ce secteur. Vous venez de parler d'industrialisation, d'approche et d'autres. D'accord? Donc, tout ça, en fait, entre dans une structuration. Ce qui va me permettre de vous demander votre regard sur cette nouvelle tendance qui est de consommer local et ce changement de paradigme sur l'artisanat local. Alors, c'est une question très pertinente, Bâton, parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est devenu un slogan, le consommer local. Mais je pense que pour y arriver vraiment, il faudra les moyens qu'il faut. Parce que d'aucuns disent que nos produits sont relativement chers et ne sont pas accessibles aux Sénégalais lambda. Ce qui, à un moment donné, est normal. Des fois, ça dépend d'un positionnement que l'on peut choisir pour être dans le luxe ou dans le middle. Ou bien ça peut être dû au coût élevé des matières premières qui, pour la plupart, proviennent d'Afrique et qui nous reviennent très cher, mais également du coût de la main-d'œuvre et de la production globalement. Et pour pallier à ça, il est impératif qu'on aille vers une industrialisation. Et qui parle d'industrialisation également, parle de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, pour qu'on puisse arriver à ce niveau de développement du secteur de l'artisanat qui emploie énormément de personnes, mais qui peut également peser sur la balance commerciale du Sénégal parce qu'on importe beaucoup de chaussures, beaucoup d'habits, beaucoup d'accessoires de l'étranger. Mais pour essayer de peser dessus, il faut qu'on puisse travailler sur toute la chaîne, c'est-à-dire que de l'élevage des animaux qui nous procurent la peau, à la tannerie, à la formation, mais également à la production jusqu'à la vente. Et ça nécessite un travail, mais un travail sérieux, qui devrait d'une part émaner de l'État du Sénégal, d'une volonté étatique, mais également des acteurs qui sont dans le secteur, pour qu'ils puissent y croire, mais qu'on puisse également mettre ce qu'il faut en termes de volonté, mais également de don de soi pour pouvoir accepter de former, pour pouvoir accepter de structurer nos entreprises de sorte qu'on puisse être compétitif à l'étranger comme ici. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, c'est ça le challenge, intégrer la chaîne de valeur, former les ouvriers à des métiers spécialisés et professionnels, mais également aller vers tout ce qui est promotion de l'artisanat du Sénégal. Il y a beaucoup de concepts qui viennent d'être déclinés, notamment chaîne de valeur, formation, valorisation, promotion. Mais moi, ce que j'aimerais entendre, c'est que vous me détaillez exactement qui intervient à quelle étape. Par exemple, si on prend la chaîne de valeur, quels sont les acteurs qui constituent cette chaîne de valeur? Qui, aujourd'hui, a une importance dans cette chaîne de valeur et qui permettrait de construire cette industrialisation
qui apparemment est votre vision et qui pourrait permettre à l'artisanat local d'éclore. Donc, j'aimerais en fait entendre précisément les étapes ou bien en tout cas les acteurs qui constituent cette chaîne de valeur. Ok. Alors, parmi les acteurs, il y a en amont les éleveurs. Il y a les éleveurs parce que qui parlent de cuir, parlent de peau. Et la peau provient des animaux. Et cela nécessite une formation et une sensibilisation à leur niveau pour qu'on puisse bien dépecer les peaux, qu'on puisse bien nourrir ces animaux pour la bonne qualité de la peau. Ensuite, il y a un travail d'exploitation de ces peaux en cuir, ce qui se fait au niveau de la tannerie. Et une tannerie, c'est une industrie. Donc, à ce niveau, il faut vraiment des gens qui sont qualifiés dans ce domaine pour nous apporter l'expertise qu'il faut pour pouvoir avoir une tannerie aux normes internationales, de sorte qu'on puisse avoir des cuirs de qualité et pas comme ceux qu'on a ici qui ont été traités de manière artisanale. Après cette étape arrive la formation qui doit être faite non pas par des théoriciens qui sont la plupart du temps dans les écoles de formation professionnelle, mais il faut qu'on sache allier les deux, la théorie et la pratique. Les artisans qui ont appris sur le tas doivent pouvoir intervenir dans ce processus de formation-là et qu'on puisse doter de cette formation aux jeunes qui sont dans le secteur, mais également aux jeunes qui ne sont pas directement dans l'aspect pratique, qui sont dans la théorie, qui ont appris le marketing, qui ont appris la gestion de projet, qui ont appris la communication digitale, mais qu'on puisse les former de sorte qu'ils puissent mettre leurs connaissances théoriques-là au profit de ce secteur qui en a besoin et qui est un secteur à fort potentiel. J'insiste sur ça. Et le dernier point après ça, c'est que dès qu'ils sont formés, ils pourront intégrer des industries qui vont produire en masse pour satisfaire d'abord le marché local et ensuite penser à alimenter le marché de la sous-région avant de passer à une échelle supérieure. Et le dernier point qui est important pour moi, c'est la promotion, on en a parlé. Ça va dépendre de beaucoup d'acteurs, les communicants, ceux qui sont dans les artisans, l'État du Sénégal surtout, qui doit structurer le secteur, qui doit pouvoir promouvoir le secteur par la communication, par le consommé local, par des commandes qu'ils peuvent passer aux artisans qui sont dans le secteur, de sorte qu'on puisse reconnaître le savoir-faire du Sénégal à sa juste valeur partout dans le monde. Et j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, le Maroc comme le Kenya, ils n'ont pas de meilleurs artisans que nous, ils n'ont pas de meilleures matières premières que nous. C'est juste que leur État a su au bon moment valoriser ce qu'ils font. Leur roi, leur gouvernement ont su porter ce qui se fait dans ce pays et faire porter cela par leurs homologues qui sont à l'étranger. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la notoriété de leur secteur. Voilà, je pense que c'est un peu ce qui nous manque et ce qu'il faudrait faire pour booster ce secteur-là. J'aimerais bien, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire en dernier, c'est le rôle de l'État dans toute cette structuration. Et il me semble que l'État a initié beaucoup d'actions dernièrement pour valoriser ce secteur. D'abord, structurer le secteur et le valoriser. Mais ça, on va y arriver un peu plus tard, en fin d'entretien. Ce que j'aimerais aborder actuellement, c'est plus que votre parcours. Parce que lorsqu'on vous entend parler, on sent que, au-delà de la volonté créative de produire des articles de maroquinerie, il y a une réelle pensée, une réelle philosophie du consommé local derrière. Et ça, c'est parce que vous l'avez appris quelque part. Donc, j'aimerais que vous nous racontiez un peu plus votre parcours pour qu'on puisse comprendre qui est vraiment Maraz. Ok, alors,
D'abord, Mustapha, c'est un comptable de profession. J'ai travaillé pendant 4 ans au niveau de la SECNA en tant que cadre comptable. C'est par la suite que j'ai démissionné en 2016. Et là, j'ai terminé mon master en gestion de projet et création d'entreprise. Et cela m'a beaucoup aidé dans la conception de Maraz, mais également dans ce plaidoyer que nous faisons au profit du secteur de l'artisanat pour pouvoir le structurer. Et après ce master en gestion de projet, nous avons fait un autre master au niveau de l'ISM en marketing, communication et technologie. Pourquoi ces deux masters? C'est que nous avons voulu avoir les connaissances théoriques qui sont nécessaires pour développer un secteur. La gestion de projet est au début et à la fin de tout processus. Le marketing et la communication permettent de valoriser, de vendre, de faire connaître un projet ou un produit. Et la technologie permet de dépasser les frontières et de faciliter la distribution et la connaissance. Aujourd'hui, elle est incontournable. Donc, c'était ça notre objectif, c'était d'être sur toute la chaîne de valeur, pouvoir avoir une vue globale et avoir les aspects techniques nécessaires pour pouvoir arriver à bout de nos objectifs, de notre objectif qui est l'industrialisation du secteur de l'artisanat. Voilà. Vous le confirmez, vous venez de le démontrer, l'importance de la formation pour toute activité et dans toute activité. Se former d'abord, avoir de pouvoir pratiquer et avoir une philosophie derrière tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait pour pouvoir arriver à ces fins. C'est cet aspect que je voulais qu'on aborde parce que le problème de l'art local, c'est vrai qu'en fait, il manque beaucoup de professionnalisme, beaucoup de structuration derrière. Et ceci est dû à un déficit de formation. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une formation scolaire, mais il y a une formation métier qui peut être faite pour permettre à la personne qui pratique d'exceller dans ce qu'il fait. Ce qu'on reproche à l'artisanat local, vous, on peut vous appeler, on peut vous qualifier de nouveaux acteurs dans le domaine. Donc, vous êtes les nouveaux types d'artisans, entre guillemets, formés, structurés dans l'esprit, qui veulent produire, en tout cas, une offre de qualité et qui ont une ambition pour le pays. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire en termes de formation? Parce qu'il y a des formations techniques qui sont proposées actuellement par l'État du Sénégal. Donc, ça entre dans le cadre de la formalisation de ce secteur et de la structuration. Mais comment, à votre avis, comment on devrait aborder ce point pour que les anciens et les nouveaux en général sont formés, mais pour que les anciens qui font toujours partie de ce secteur et qui ont quand même des choses à apporter aux jeunes, bénéficient de ce type de formation pour permettre à ce secteur d'éclore. Qu'est-ce qu'on devrait faire concrètement? Alors, la question, je pense que c'est ça le fond du problème dans ce secteur, c'est la formation. Comme tu l'as dit, Bator, il y a des formations que l'État propose, mais est-ce qu'elles sont adaptées? Est-ce que c'est ce dont on a besoin réellement? Est-ce qu'il y a les bons acteurs pour former? Est-ce qu'il y a les bons formateurs? Est-ce qu'on forme sur les métiers dont on a besoin exactement? Tout ça sont des questions auxquelles il faut répondre. Et je pense que pour la plupart, quand vous voulez changer un secteur, il faut pouvoir intégrer dans le processus de décision les acteurs de ce secteur-là pour qu'ils puissent partager avec vous leurs besoins parce que c'est eux qui les vivent au jour le jour. Mais je trouve qu'il y a trop de théories. Aujourd'hui, les meilleurs ouvriers, les meilleurs artisans de ce pays-là ne sont pas sortis de l'école de la Fosse. Ils l'ont appris sur le tas. Mais il leur manque quelque chose. C'est peut-être, c'est quoi la tendance? C'est quoi la notion de finition? C'est quoi la coupe?
et ils ne sont pas pour la plupart spécialisés sur un processus, une étape dans le processus de fabrication. Alors qu'aujourd'hui, si nous tendons vers une industrialisation, il faut qu'il y ait des spécialistes à chaque niveau de la production, de la découpe, à l'assemblage, à la finition. Il faut qu'il y ait à chaque niveau un acteur qui est formé que dans ça. Et aujourd'hui, on n'en trouve pas. Des tailleurs spécialisés en couture de maroquinerie, il est difficile d'en trouver dans ce secteur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'État, à travers sa direction de la formation professionnelle ou son ministère, doit pouvoir rassembler les acteurs afin qu'ils puissent leur dire exactement ce qui leur manque en termes de formation et comment est-ce qu'ils comptent régler ce problème-là. Si on doit prendre ces artisans qui ont travaillé pendant longtemps ou bien qui ont même été à l'étranger et travaillé pour de grandes marques, il y en a au Sénégal, qu'on puisse les prendre pour qu'ils puissent former les jeunes. Qu'on puisse prendre des jeunes qui ont des bacs plus N, qui sont dans la gestion, dans le marketing, dans le digital, qu'on puisse les mettre au profit de ce secteur-là et qu'ils réactualisent leurs connaissances afin que cela puisse servir au secteur de l'artisanat. Je pense que ce n'est que par ces méthodes-là et par cette démarche que l'on pourra aller de l'avant et régler un peu une bonne partie des problèmes de formation du secteur. Pourquoi ne pas avoir une démarche beaucoup plus proactive? Quand je dis cela, en fait, c'est juste pour suggérer que les acteurs s'unissent, se réunissent, discutent des problèmes de leur secteur, font un plaidoyer vers l'État pour voir ce qui sera fait. Pourquoi il n'y a pas cette démarche proactive de la part des acteurs? Je suis d'accord, normalement c'est l'idéal, c'est la meilleure démarche, mais il n'est pas toujours facile parce que nous sommes dans un secteur qui est très prenant. Quand tu veux travailler et bien travailler, avoir des trucs, des articles de qualité, ça demande énormément de concentration. Ce qui fait que la plupart des artisans et de ceux qui sont dans le secteur n'ont vraiment pas beaucoup de temps pour pouvoir laisser à un moment leur activité et aller se regrouper pour voir sur des questions stratégiques comment est-ce qu'on peut faire et tout. C'est l'idéal, comme je dis. Je pense que cette proactivité-là nous apporterait beaucoup, mais ce n'est pas évident pour l'avoir vécu et c'est ce qu'on continue à vivre chaque jour. Voilà. C'est un métier qui est, comme on le dit en Wolof, il est compliqué de le mener avec d'autres activités. Et d'ailleurs, moi, c'est pour cette raison que j'ai été obligé de démissionner de mon travail pour pouvoir me consacrer à cette activité. Parce que je ne pouvais pas allier les deux et rester stable. Voilà. Mais on va y penser. On va y penser. D'accord. En tout cas, moi, j'aimerais bien que ça soit une démarche. Peut-être que vous-même, vous pourrez porter. Mais en tout cas, il faut que des personnes engagées se portent volontaires et essaient d'initier cela pour faire avancer le secteur. L'autre point que vous venez de dire, c'est que vous avez été obligé de démissionner de votre métier pour pouvoir vous consacrer à votre passion, on va dire, en tout cas à l'activité que vous vouliez en tout cas développer. Je ne sais pas comment l'appeler. Mais c'est juste, ma question, c'est juste pour savoir si elle est vraiment porteuse de revenus pour que vous puissiez lâcher un emploi salarié pour aller vous consacrer uniquement à cela. Alors, c'est parce que j'ai vu que c'était un secteur qui est porteur de... Il y avait énormément de potentiel dans ce secteur. Je dirais pas il y avait, mais il y a un potentiel énorme dans ce secteur en termes de création de richesse, en termes de création de valeur, en termes de création d'emplois, c'est énorme. Le secteur de l'artisanat, il y a 122 000 entreprises. Chaque entreprise recrute minimum 2 personnes. Et aujourd'hui,
quand on se projette, d'ici 10 ans, on sait que tout ce qui est luxe, habillement et chaussures, l'Afrique sera parmi les porteurs de ces secteurs-là. Parce que nous avons une histoire derrière. Nous avons des ressources naturelles derrière et la créativité est là. Et nous avons également un marché, une classe moyenne forte qui émerge, qui consomme, qui de plus en plus croit en ce qui se fait, mais également qui de plus en plus a besoin d'une singularité, d'une touche personnelle, d'un designer qui vient vous faire un produit à votre image pour vous. Et c'est ce qui fait que d'ici quelques années, si on continue à travailler de cette manière, si on continue à se serrer les coudes, ce secteur-là va générer énormément de richesses au Sénégal et en Afrique. Et c'est pour cette raison qu'on s'est dit qu'il faut qu'on participe au développement de notre pays, parce que c'est ce pays qui nous a tout donné, c'est ce pays qui a payé nos études, c'est ce pays qui a payé notre éducation académique. Et la moindre des choses, c'est que si on a la capacité de le faire, on doit pouvoir le faire pour ce pays et participer au changement. Voilà. Excellent. Artisanat et Covid. Vous me répondez quoi? Artisanat et Covid-19. Vous me répondez. Artisanat et Covid-19, je répondrai problème. Ça a été un problème parce que les accessoires ne sont pas des denrées de première nécessité. Et en période de pandémie, ce à quoi les gens pensent en premier, c'est la nourriture. Comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser pour manger? Donc, ça nous a impacté à un moment. Mais comme on dit, un entrepreneur doit être flexible. Il doit être proactif, il doit être réactif. Et le Covid également a eu il y a eu des avantages du côté de l'artisanat parce que rien ne pouvait sortir de l'étranger pour venir ici. Donc, à un moment donné, l'État du Sénégal, à travers l'ADER et le ministère de l'artisanat, je pense, et du commerce, ont pu faire travailler plusieurs acteurs du secteur des industries créatives, notamment les tailleurs, pour la confection des masques. Les gens qui avaient l'habitude peut-être d'acheter à l'étranger des chaussures, des sacs, ont été obligés à un moment donné sûrement de se rabattre sur le marché local si ça ne faisait pas partie de leurs habitudes de consommation, parce que c'est ce qu'il y avait, c'est ce qui était disponible. C'était ça le bon côté, mais le Covid nous a impacté au plus haut point, comme plusieurs secteurs en termes d'emploi et tout, parce que pendant deux mois, pour des mesures sanitaires et une responsabilité individuelle, nous avons été obligés de fermer nos ateliers et on était également obligés de préserver les emplois à la fois parce que c'est dans ces périodes difficiles où on doit pouvoir venir en aide aux gens avec qui on travaille et ça n'a pas été simple, mais alhamdoulilah, Dieu nous a aidés. C'était ça ou c'est ça qui va venir? Parce que vous avez dit c'était ça, c'est comme si on était sorti du Covid, alors que non. C'est vrai qu'il y a eu une phase très difficile, une phase d'inconnu, où on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, et l'État a vraiment soutenu les artisans durant cette période. Maintenant, quel est l'après ou bien quel est le durant ou le pendant, comme on va dire? Parce qu'actuellement, normalement, vous êtes en train de travailler, en tout cas, sur de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes de fonctionner. Et d'ailleurs, j'ai noté un brin d'espoir dans votre réponse de tout à l'heure en disant que ça a changé les habitudes de consommation. Ceux qui étaient obligés d'acheter à l'étranger ont dû se contenter de ce qui se produisait localement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce qu'en fait cela veut dire que l'artisanat local va enfin décoller grâce au Covid? Alors, je l'espère parce que c'est ce qu'il faut.
c'est une nécessité et le Covid nous a montré à tous les États et à tous les peuples qu'on peut d'abord compter que sur nous, que sur ce qu'on a, que sur ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire. Donc, je pense qu'à l'avenir, ça va pousser les gouvernants à revoir leur politique face aux consommateurs locaux, mais également aux populations d'être conscients de tout ce qui peut se faire dans nos pays. Et comme perspective, ce que je dirais, c'est qu'on a repris, les gens ont recommencé à vivre, avec le virus. Nous continuons. Et également, ce que je voulais y ajouter, c'est que le Covid nous a montré également l'importance du digital. Aujourd'hui, pendant 3 mois, nous avons tous été obligés de faire une communication en masse sur Instagram, sur Facebook, sur nos sites Internet. Et les gens se sont adaptés, ils ont commandé. Donc ça, c'est une nouvelle perspective également pour le secteur des industries créatives. Comment sortir de ce canal traditionnel de vente, de chaîne de distribution et aller nous verser sur le digital, ce qui va également faciliter tout ce qui est exportation et autres. Donc voilà, il y a un côté positif. Le côté négatif, on ne va pas trop en parler parce que nous avons tous, ça nous concerne tous. Donc, je pense qu'on n'a pas le droit de se lamenter vis-à-vis de ça. Donc, voilà. Et l'après-Covid, tu l'as demandé, c'est de travailler, c'est de voir comment travailler sur la chaîne de valeur de ce secteur, comment garder le plus à notre niveau de matières premières, comment essayer d'avoir le maximum d'accessoires possibles pour ne plus dépendre de la Chine et de la Turquie. Et nous allons essayer de voir, nous, à notre niveau, à une petite échelle entre acteurs, comment est-ce qu'on peut s'unir pour travailler à faciliter les envois que nous avions de part et d'autre du monde, voilà, afin d'être un tout petit peu plus autonome. Voilà. Je terminerai tout à l'heure par ton plaidoyer, mais moi, j'ai reçu un plaidoyer avant notre entretien. Donc, de nombreuses questions portaient sur la qualité et les prix de notre art local. Pourquoi les produits locaux sont très chers? Est-ce qu'un sac Marat, une chaussure Marat est destinée aux commandes des consommateurs sénégalais ou bien est-ce que ça s'adresse uniquement à une niche? Alors, c'est la question qui revient souvent. Pourquoi nos produits sont chers? J'en ai parlé tout de suite au début. Je pense que dans le marché, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs prix. Quand vous allez à Sandaga, vous pouvez trouver des chaussures à 3000 francs. Si vous venez chez Marat, vous allez trouver des chaussures qui sont un peu plus chères. Et c'est lié à beaucoup de choses, au packaging, à la qualité du produit, à la singularité du produit. C'est un produit qui est fait à la main. C'est un produit qui a une histoire. Voilà, et je pense que tout ça participe au coût de l'article. Maintenant, comme dans tout secteur, dans tout business, il y a une segmentation, il y a un positionnement et ça, il faut l'accepter pour ceux qui le font. Maintenant, ce que nous déplorons, c'est quand vous dites que vous êtes dans un positionnement de luxe ou de middle et que la qualité qu'il faut n'y est pas, l'expertise qu'il faut n'y est pas, le packaging qu'il faut n'y est pas. Là, ça pose problème. Mais pour moi, l'art, ce qui se fait à la main, ce qui se fait de manière professionnelle, n'a pas de prix. Voilà. L'art n'a pas de prix, mais si tous les Sénégalais ne peuvent pas se procurer un produit Maraz, est-ce qu'on sera fier de dire qu'on a un artisan Maraz qui produit des chaussures faites 100% au Sénégal, mais qu'on ne puisse pas se l'acheter? Est-ce que c'est ça l'ambition? Ce n'est pas l'ambition, mais il faut des étapes dans tout le processus. Là, nous sommes au début. Nous avons fait 3 ans dans le secteur.
nous avançons. Notre objectif, c'est de pouvoir aller jusqu'à produire des chaussures à 3 000 francs, à 5 000 francs, comme le font les Chinois, peut-être sous une autre marque, faire des sacs qu'on va vendre à 20 000, à 30 000. Et d'ailleurs, nous sommes dans ce type de projet. Comme j'ai dit, ce sera étape par étape. Pour la rentrée des classes, nous allons faire des sacs à dos pour écoliers qui seront accessibles au grand public à 25 000 francs, et des sacs qui seront, et même moins, à 20 000, des sacs qui seront de meilleure qualité que ceux qui proviennent de la Chine ou d'ailleurs, qui sont faits au Sénégal, qui sont faits par des Sénégalais. Et il est bien d'impulser cet amour du Sénégal aux jeunes, cet amour de consommer ce qui est fait ici aux enfants pour qu'ils grandissent avec. Et c'est ça qui va aider le secteur. Donc là, nous sommes à ce niveau de positionnement où on est dans le middle et dans le luxe, avec des prix qui sont relativement élevés. Mais dans l'avenir, nous allons essayer de trouver les moyens pour produire en quantité, et c'est ça notre objectif, afin que tous les Sénégalais puissent porter des produits qui sont faits ici, mais sans pour autant le sentir de manière économique. En quantité et en qualité. Donc, voilà. C'est un message porteur d'espoir. Et comme je le disais tout à l'heure au début de notre entretien, le consommer local est vraiment devenu un symbole d'engagement citoyen. Donc, il y a une conscientisation qui est en train d'être faite, bien qui est déjà faite. Il serait bien que tous les créateurs, ou bien en tout cas tous les acteurs autour de ce consommer local jouent leur partition pour que ça puisse prendre et que l'art sénégalais, le made in Sénégal, s'exporte. Un plaidoyer, Maraz, pour terminer notre émission, quels sont les messages que vous voudrez faire passer à tous les acteurs qui sont concernés par le développement de cet artisanat? Alors, le plaidoyer, c'est de demander à tous les acteurs de s'unir, de se joindre pour pouvoir participer au développement de ce secteur, mais également demander aux Sénégalais de consommer ce qui se fait ici, mais ce qui se fait de bien. Ça, c'est-à-dire que nous sommes pour la qualité, pour la perfection. Consommer ce qui se fait ici, mais ce qui se fait de bien. Parce que si vous consommez des articles qui ont été produits au Sénégal, vous le faites pour vous, vous le faites pour ceux qui l'ont fait, qui sont vos compatriotes. Et enfin, à l'État du Sénégal, au président de la République, qui dans son dernier discours lié à la COVID-19 a parlé du consommer local. Ce consommer local, pour moi, ne doit pas être qu'un slogan. Il doit être un vécu de tous les jours. Ce qu'ils portent, les vestes qu'ils mettent, les chemises qu'ils mettent, les chaussures qu'ils mettent, normalement devraient provenir d'ici. Parce qu'il y a des artisans, il y a des chefs couturiers qui sont très bons pour les faire. Qu'ils puissent vulgariser cela, qu'ils puissent le promouvoir, que les meubles qui sont au niveau du palais de la République puissent être faits ici au Sénégal, et que cela s'étende à tous les niveaux de l'État. Voilà, je ne peux pas citer tous les corps de métier, mais tout ce qui peut se faire dans ce pays doit être fait ici, consommé ici, et c'est ça qui fera le développement du Sénégal. Et encore une fois, on ne peut pas bâtir un pays sans industrie. Un pays ne peut jamais se développer, jamais au plus grand jamais, sans industrie. Donc c'est ça le mot de la fin. Nous appelons tout le monde à se joindre à cet élan de consommer local, et ensemble, nous verrons les résultats. Très bien, Maraz. Donc, je retiendrai pour conclure un triptyque: se former, s'unir et valoriser. Exactement. Par tous les Sénégalais. D'accord? Par tous les Sénégalais, on va dire, sans distinction de rang, de classe.
tous les Sénégalais. Tout à fait. Merci Maraz pour Merci beaucoup, bel Bata. échange, comme d'habitude. Merci. Nous Merci. avons été ravis de vous accueillir à ce premier numéro. On Merci espère beaucoup. que sur d'autres projets, il y en aura d'autres. Inch'Allah. Et Merci, bonne merci soirée. à vous également pour cet honneur. Ça a été vraiment très intéressant et très enrichissant pour nous. Et nous espérons que ça le sera également pour tous ceux qui suivront cette émission. Merci beaucoup, Bator. Et à bientôt, Inch'Allah. Merci Maraz. Allez, Merci, au chers revoir. amis internautes. À très bientôt. Merci. Allez, Merci. ciao.